Donc l'exposition montre à la fois l'histoire du dinar dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire des toutes premières frappes au temps des Omeyyades, puis ensuite au temps du califat abbasside, jusqu'à l'éclatement de l'unité avec l'émergence de dynasties dans les mondes arabes, turcs, persans et indiens. Et parallèlement à cette histoire du dinar et de son évolution, on montre aussi qu'est-ce qui fait l'intérêt de ces pièces, qui nous racontent en fait toute l'histoire du monde arabo-musulman depuis l'avènement de l'islam jusqu'au XIXe siècle et l'emprise des puissances étrangères sur certains territoires. Et donc on explique dans l'exposition à la fois qui frappe monnaie, parce que c'est vrai que dans un premier temps, seul le calife avait l'autorité pour le faire, mais progressivement, avec l'éclatement du pouvoir central, ce sont des gouverneurs, des émirs, des sultans qui vont à leur tour battre monnaie. On explique également quel est le contenu des légendes que l'on peut lire sur ces dinars, puisque ce qui fait aussi le propre du monnayage arabo-musulman, c'est que c'est un monnayage uniquement à base d'écrit, c'est-à-dire sans représentation figurée, sans image. Et ça, c'est vraiment une caractéristique par rapport aux autres monnayages des autres civilisations dans l'histoire universelle. Et justement, le contenu des légendes, on a vu que dans les premières frappes, il s'agissait uniquement de la Shahada et de versets du Coran, va progressivement intégrer le nom du souverain qui bat monnaie, va également indiquer le lieu où la frappe s'est faite, et ensuite par le choix, soit des versets de Coran, et puis ensuite par l'abandon des formules religieuses au profit de la titulature du souverain, ainsi que parfois de distiques de poésie qui sont une manière détournée de chanter la louange du souverain qui a battu monnaie, on arrive justement à cette mise en page des légendes sur les flancs du dinar, à la fois en termes de calligraphie, on part de la calligraphie koufique, anguleuse, pour progressivement aller vers la calligraphie cursive. Et dans la mise en page, la légende centrale qui était horizontale, entourée par une légende circulaire, on va trouver des dessins d'une très grande variété, à la fois avec des médaillons, ou bien aussi des légendes qui ne sont que concentriques. Et chaque pièce est quasiment un petit bijou de calligraphie. Et ce qui fait rebondir également sur la maîtrise des artisans qui en ont gravé les coins qui étaient nécessaires à leur frappe, puisque l'exposition présente essentiellement des pièces qui ont été frappées manuellement. C'est-à-dire que c'est un flanc de métal qui est mis entre deux coins qui sont frappés avec un marteau. Et c'est simplement dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'on va voir apparaître la frappe mécanique, c'est-à-dire sur des machines à vapeur. Et pour terminer, on met aussi en avant quelques frappes très particulières qui ont concerné moins le monde arabe que le monde persan et le monde indien, puisqu'il s'agit justement de monnaies sur lesquelles on va avoir soit la représentation du souverain, soit la représentation de l'emblème de son pouvoir. Et la collection a le mérite de posséder une série extrêmement rare qui avait été initiée par un des empereurs de la dynastie moghole, qui a régné sur l'Inde à partir de la fin du XVe siècle jusqu'à l'inclusion de l'Inde dans l'Empire britannique. Et cet empereur, qui a pour nom Djihangir, avait décidé de frapper une série de monnaies avec les signes du zodiaque pour remplacer le mois de la frappe de chacune de ces monnaies. Or, la collection que nous exposons aujourd'hui comporte 11 signes du zodiaque et le collectionneur est sur le point de pouvoir acheter très prochainement le signe manquant, celui du Cancer, qui sera bien évidemment intégré dans le parcours de l'exposition.